Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Martine. Enchantée. Excusez-moi pour le retard, mais j'ai eu des problèmes pour me connecter. J'ai dû recréer un autre compte Skype. Ah oui, je sais. Vous m'entendez bien? Oui, oui. D'accord. Alors, vous souhaitiez me contacter par rapport au thème que vous étudiez, qui est le cancer. Oui. Si vous ne me comprenez pas, vous pouvez lever la main et je vous explique ce que vous ne comprenez pas, d'accord? D'accord. Je suis donc psychothérapeute en France. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, hein? Donc je suis psychothérapeute en France et j'accompagne les personnes qui sont atteintes, qui sont malades de cancer. En France, nous soignons les personnes atteintes d'un cancer, souvent avec des médicaments chimiques, que l'on appelle la chimiothérapie. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui trouvent que c'est un traitement trop violent, parce qu'il fatigue beaucoup, parce qu'il tue des cellules qui sont en bonne santé, hein, comme le produit tue toutes les cellules et tue aussi les cellules cancéreuses, malades, mais aussi les cellules en bonne santé. Et surtout, il y a beaucoup d'effets secondaires. Les personnes vomissent beaucoup, elles ont mal à la tête, elles ne mangent plus, elles perdent du poids. Et donc il y a des femmes qui ont décidé de ne pas se soigner avec la chimiothérapie et qui ont décidé de se soigner autrement. Et on a découvert qu'on pouvait se soigner autrement, entre autres, par des méthodes qui viennent, j'ai envie de dire, d'autres coins du monde. Et entre autres, par exemple, des cures, comme on peut appeler la cure Breuss, qui sont des cures de tisane. Et surtout d'autres cures comme par exemple des régimes alimentaires où on enlève tout ce qui est le sucre, parce qu'on sait que le sucre favorise le cancer. Alors pour ce qui est la clinique de la maladie, je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas médecin, je ne m'occupe pas du corps physique. Par contre, je m'occupe du corps psychique, du corps émotionnel. Et en France, c'est encore difficile, c'est-à-dire que les médecins tous les médecins dans les hôpitaux n'ont pas encore compris que quand on est malade d'un cancer, il est essentiel d'être accompagné par un psychothérapeute, un psychologue. Mais il y a des femmes malades et des hommes malades qui, eux, l'ont compris et décident de suivre une psychothérapie avec la question de pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai un cancer aujourd'hui? Pourquoi moi, à 20 ans ou à 60 ans, j'ai un cancer? Pourquoi je suis tombée malade? Et donc ils viennent voir des gens comme moi pour essayer de comprendre. Mais de comprendre comment je fais. Comment je fais avec la maladie? Qu'est-ce que ça veut dire être malade d'un cancer? Est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Est-ce que c'est sûr que je vais mourir? Hein? Qu'est-ce qui va me donner? Où est-ce que je vais trouver la force pour continuer et trouver la force pour me soigner? En France, tout ce qui est chimiothérapie, donc traitement par les médicaments chimiques, est remboursé, est pris en charge par la société. On appelle ça la sécurité sociale. Mais quand on veut se soigner autrement, en n'utilisant pas la chimiothérapie, donc je disais qu'en France, quand on se soigne avec les médicaments chimiques, j'ai envie de dire c'est gratuit. C'est la société qui paye. Hein? Quand on se soigne
Autrement qu'avec les produits chimiques, c'est la personne qui doit tout acheter, tous les médicaments. Quand on fait une psychothérapie, quand on rentre en psychothérapie, c'est payant. Mais de plus en plus de personnes comprennent qu'il est essentiel, important, qu'il y ait une aide psychique, psychologique, des traitements. Pour essayer de comprendre comment je fais avec la maladie. C'est après, quand on est guéri, qu'on se pose la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis tombée malade? Mais pendant les traitements, moi j'aide les personnes à trouver l'énergie pour guérir. Parce qu'il est important que les personnes racontent ce qu'elles vivent. Comme c'est difficile d'être fatigué par la maladie. Parfois, il y a la famille autour, il y a les enfants, il y a le mari dont il faut continuer à s'occuper. Il est important que la personne dise ce qu'elle ressent, que c'est difficile, que parfois elle en a assez, qu'elle aimerait se reposer. Et je l'aide à trouver ce qui est possible pour qu'elle puisse se reposer. Demander de l'aide à la famille, ou parfois à des amis, ou parfois à d'autres personnes. C'est très difficile aussi pour les personnes qui sont malades d'être sûres qu'elles vont guérir. Chez nous, en France, on guérit le cancer, mais pas tout le monde. J'ai eu un cancer. J'ai été malade. Moi, j'avais 29 ans quand j'ai eu un cancer. À l'époque, j'étais institutrice, enseignante. Quand j'ai pris le médicament que l'on m'a imposé, en fait, j'ai été accompagnée d'un psychologue, c'est-à-dire que j'ai fait une psychothérapie pendant mon traitement. Et mon traitement a été très efficace parce qu'on a arrêté mon traitement avant la fin de mon traitement. La tumeur avait disparu. Les médecins n'ont pas compris, mais moi je sais que c'est parce que je travaillais aussi sur mes émotions, sur mes sentiments, et que ça m'a aidé beaucoup à me soigner. Une fois que j'ai été guérie, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je suis tombée malade? Alors que j'avais un mari qui m'aimait beaucoup, que je venais d'être enseignante, c'est-à-dire je venais de trouver un travail. Tout allait bien pour moi et je suis tombée malade. Et je me suis aperçue en fait que je portais en moi beaucoup de souffrances qui étaient liées à mon enfance et que la vie que je vivais n'était pas la vie que je souhaitais. Que j'étais dans mon profil, dans qui j'étais, une personne qui aimait beaucoup s'occuper de tout le monde. J'étais très gentille, je m'occupais de tout le monde, mais je ne m'occupais pas de moi. Donc j'étais fatiguée, j'étais épuisée, mais j'étais très gentille avec tout le monde. Je ne disais jamais non. Et j'ai appris à dire non. Que je pouvais dire non aux gens que j'aimais et continuer à les aimer et continuer à être aimée d'eux. Donc c'était important par exemple pour moi d'apprendre ça. Et ça, je n'ai pu l'apprendre qu'en étant en psychothérapie. Et si j'ai guéri aussi vite, c'est parce que j'ai compris très vite que je ne vivais pas la vie qui était bonne pour moi. Et donc, j'ai continué à travailler sur mes émotions, sur mes sentiments, et j'ai décidé d'arrêter d'enseigner. J'ai décidé d'arrêter d'apprendre aux enfants pour devenir psychothérapeute. Prendre soin des personnes. Car pour moi, c'était important. Et c'était pour ça que j'ai envie de dire, pour ça que j'avais envie de vivre. Et j'ai eu une passion dans ma vie, c'était à aider les gens.
à aller mieux, tout en prenant soin de moi en premier. Donc, c'est en ça que la psychothérapie est importante au niveau des traitements, parce qu'elle permet de comprendre, de trouver qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin. Alors, j'ai créé, il y a quelques années, un groupe de parole. Comme parfois vous faites quand vous êtes ensemble et que vous discutez entre vous, j'ai créé un groupe de parole, on appelle ça un groupe de rencontre, où ce sont les personnes malades qui se rencontrent et qui discutent entre elles. Et pas qu'elles discutent entre elles de leur maladie, elles peuvent se donner du courage. Elles peuvent se donner beaucoup de courage et beaucoup d'idées aussi pour essayer de mieux vivre la maladie, pour s'aider entre elles. Et j'appelais ça un café cancer. Café parce qu'on buvait du café, du thé, mais qu'on se retrouvait autour du café avec des gâteaux et on discutait de comment on vivait la maladie, quelles étaient nos émotions, est-ce qu'il y avait de la souffrance, si on avait mal, comment on pouvait avoir moins mal, comment on pouvait enlever la souffrance dans le corps physique, mais aussi dans le corps intellectuel et aussi dans le corps mental, émotionnel, dans le cœur. Et parfois, j'invitais un médecin qui venait expliquer la maladie aux personnes du groupe. Mais l'importance du groupe, c'était vraiment de discuter entre nous. Alors parfois, il y avait des hommes qui étaient malades aussi, mais c'était souvent une grande majorité de femmes qui venaient, qui discutaient entre elles de la maladie et qui pouvaient dire ce qu'elles ne pouvaient pas dire au mari, ce qu'elles ne pouvaient pas dire aux enfants, c'est-à-dire la peur de mourir. Parce que quand on parle de la mort, et la maladie du cancer amène aussi cette question, est-ce que je vais mourir? Dire j'ai peur de mourir, on ne peut pas le dire toujours aux personnes qu'on aime. On n'ose pas le dire. Et c'est important de dire qu'on a peur de mourir. C'est important de le dire aux personnes qui sont autour de nous, mais parfois on sent que ça va leur faire beaucoup de peine. Donc on n'ose pas le dire. Alors dans les groupes de rencontres, nous pouvions dire la peur du traitement, mais aussi la peur de mourir. Et ça fait beaucoup de bien d'en parler. Parce que en parlant, on enlève le stress aussi. Et quand on enlève le stress, c'est très bon. C'est très bon pour la guérison. Dans ma manière de travailler, j'accompagne les personnes selon un psychologue qui s'appelle Carl Rogers. Vous connaissez Carl Rogers? Non, hein. C'est un psychologue américain. Il est connu dans le monde entier parce qu'il a failli avoir en 1987 le prix Nobel de la paix. C'est un psychologue qui a réussi à comprendre comment on pouvait améliorer la communication entre les êtres humains. Et il s'est aperçu qu'il y avait 3 attitudes à avoir. Il y avait l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire quand on est dans un groupe, on accueille une personne comme elle est. Même si elle est très différente de nous, on l'accueille. Même si elle a des idées très différentes de nous, on l'accueille. C'est ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. On accepte la personne telle qu'elle est. La deuxième attitude, je ne vais pas trop vite. La deuxième attitude, c'est l'empathie. Alors l'empathie, c'est essayer de comprendre la personne
comme si on était à sa place. Hein? Comme si on n'est pas à sa place. Sinon, on va projeter des idées sur la personne. Ah, elle ne sourit pas, c'est qu'elle doit être très triste. Non, c'est une interprétation. L'empathie, c'est comme si on était à la place de la personne, avec ses valeurs, avec ses repères, avec sa manière de voir le monde. Est-ce que c'est une personne qui trouve qu'il est très important d'avoir des enfants, ou une personne qui dit ben non, les enfants c'est pas très important, hein, c'est se mettre à sa place, comme si on était à sa place. Et la troisième attitude, c'est être bon, être juste pour soi. C'est-à-dire, on appelle ça la congruence, être en accord avec soi-même. Quand on me pose une question, si j'ai envie de dire non, je dis non. Je ne dis pas oui, mais. On dit non, je dis non et j'explique pourquoi. Et la personne en face, elle va me dire ce que ça lui fait d'entendre cela et ensemble on va trouver une solution. Mais je ne dis pas toujours oui. Je ne dis pas oui quand ça ne me convient pas. Hein? C'est être en accord avec soi-même. Donc ces trois attitudes, l'accueil sans condition, l'empathie et la congruence, c'est-à-dire être en accord avec soi. Quand on utilise trois attitudes, quand on est face à quelqu'un ou quand on est dans un groupe, ça permet de faciliter la communication et de pouvoir échanger en toute confiance, sans avoir peur d'être jugé par l'autre. Ah oui, si je dis ça, oh, qu'est-ce qu'il va dire? Si je lui raconte ça, oh, il va pas aimer. Non, je peux le dire parce qu'en face, on va m'accueillir tel que je suis. Et parce que si je le dis, c'est être en accord avec moi. C'est pas être ce que l'on veut que je sois. Hein? Parce que quand on est ce que la famille veut que je sois, que mon mari veut que je sois, quelque part, je ne prends pas soin de moi. Et cela amène la maladie. Parce que ça amène du stress, beaucoup de stress. Et on sait aujourd'hui que le stress est responsable de la maladie. Que le stress est responsable aussi du fait qu'on a des difficultés à guérir. Donc il est important de se relâcher et de prendre soin de soi. C'est vraiment essentiel. Ce n'est pas égoïste. Hein? Le mot chez nous, égoïste, ça veut dire prendre soin de soi. Le mot qui dit qu'il n'y a que moi qui compte, nous on dit égocentrique. Égocentrique, ça veut dire que on veut que tout le monde soit à mon service. Égocentrique, ça veut dire que tout le monde fait ce que je veux. Ça, effectivement, ce n'est pas juste. Mais être égoïste, c'est penser à moi en premier pour que je puisse aider les autres après. Penser à moi pour guérir, parce que si je guéris, je pourrais de nouveau être là pour ma famille. Et c'est ce que nous travaillons dans des groupes de parole, dans les groupes de rencontres, où nous discutons de cela, en sachant que le groupe, les personnes qui sont dans le groupe n'ont pas le droit de raconter à l'extérieur ce qui se dit. C'est secret. Ça appartient au groupe. Hein, pour se protéger aussi et pouvoir raconter en toute confiance. Nous utilisons aussi pour les personnes qui sont malades
des séances de relaxation, des séances où nous nous reposons au niveau du corps physique, où nous apprenons à nous détendre. Ça vous parle? Vous comprenez ce que je veux dire par se détendre? Ah oui. Ça vous parle? Oui. Nous apprenons aussi aux personnes qui sont malades à visualiser la maladie, c'est-à-dire à imaginer comment elle se représente la maladie. Moi, quand j'étais malade, j'avais une grosse tumeur, ici. Hein, elle était là. Et j'ai imaginé que c'était une grosse balle jaune. Imaginez comme ça. Et on sait que imaginer sa maladie et imaginer la manière dont le médicament agit sur la maladie, cela favorise le traitement, cela favorise la guérison. C'est très important. Ce sont des médecins qui se sont aperçus de ça, un radiologue, un monsieur qui faisait passer des radiographies, qui disait: je ne comprends pas, il y a des gens qui guérissent du cancer et d'autres qui meurent du cancer. Et il est allé interroger les personnes qui étaient malades, et les personnes lui ont dit: mais nous, celles qui guérissaient, la plupart disaient: mais moi je me représente ma maladie, je parle à ma maladie, et je me représente le traitement. Alors quand c'est du traitement chimique, par exemple, les personnes visualisent, se représentent les gouttes du produit qui va dans les veines, parce qu'on prend un produit, la chimiothérapie, c'est soit par comprimé qu'on avale, ou aussi par transfusion. Elles se représentaient par exemple le produit comme des petits bonhommes qui venaient casser les tumeurs. Hein, c'est très dans l'imagination. Et qui ensuite jetaient la maladie quand un groupe qui faisait un groupe de personnes malades qui venaient écouter un médecin qui expliquait comment il soignait les gens. Et ensuite, lorsqu'il avait fait une conférence de 3 quarts d'heure, les malades, il y avait une quinzaine de personnes. C'était des personnes malades ou des personnes qui avaient un proche malade, venaient discuter en fait avec le médecin en groupe pour avoir des informations et là aussi trouver la force, trouver l'énergie de continuer à cheminer et à guérir. Martine, vous êtes guérie maintenant de cancer, ça va? Alors oui, je suis guérie, donc je suis guérie du cancer. Ma maladie a été mystérieuse parce que, et c'est là où on se pose la question, et je me pose la question de la place de l'accompagnement psychothérapeutique, parce que on a mis 6 mois pour comprendre que j'avais un cancer, malgré tous les examens que je faisais, radio, scanner, prise de sang, on ne comprenait pas que j'avais un cancer. Et un jour, j'ai failli mourir en une nuit, parce que ma tumeur, elle appuyait sur une veine cave. Et le sang, la circulation du sang a pu s'arrêter, j'aurais pu mourir. La vie a décidé que mon corps avait aussi des petites veines et le sang qui ne pouvait plus passer par la veine principale a pris des petites veines, des déviations. Et donc on a décidé, ils ont conclu que j'avais un cancer et que j'avais effectivement une tumeur. Une tumeur qui se trouvait là entre le poumon et le cœur. Une tumeur de la balle de cette taille-là, c'est-à-dire comme une balle de tennis. Et puis on a dit, vous avez une tumeur du système immunitaire, donc il va falloir faire de la chimio. Donc il va falloir faire 12 séances de chimiothérapie. Et c'était beaucoup pour moi parce que ça voulait dire perdre mes cheveux. Parce que la chimio, une des conséquences de la chimio, c'est qu'on perd nos cheveux. Et on perd toute forme de poils. On n'a plus de sourcils, plus de cils, plus de poils aux jambes, plus de poils partout. Et j'ai commencé en fait à faire 3 séances. J'ai commencé à perdre mes cheveux. Puis ils ont fait une radio et ils m'ont dit, mais vous n'avez plus de tumeur. La tumeur a disparu. Et donc je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? On continue encore la chimiothérapie? Ils m'ont dit, oui, on a prévu 12 séances, on va jusqu'au 12.
Et en fait, alors moi j'étais très malade, je vomissais beaucoup, j'étais épuisée, je dormais tout le temps, j'avais arrêté de travailler, mon mari était très présent à mes côtés, mais moi j'étais vraiment très très fatiguée. Et donc ils ont dit oui, on continue, on va faire la 4e, 5e jusqu'à la 12e. Et quand on est malade, chez nous on nous implante au niveau de la poitrine, on appelle ça un cathéter, qui permet de piquer l'aiguille de la perfusion. Ça évite de toujours faire une perfusion dans les veines. Et mon cathéter s'est bouché. Il a refusé le produit. Donc ils se sont dit on va utiliser les veines. Ils n'ont jamais pu attraper mes veines. Mon corps a toujours refusé la chimiothérapie. Et j'ai guéri. Et ça fait partie des mystères des soins. Hein. Et je suis donc tout de suite, je suis allée en psychothérapie pour comprendre que même si j'avais un mari qui m'aimait beaucoup, ma vie n'était pas ce que je voulais. Et j'ai compris pourquoi j'étais tombée malade. Et j'ai changé de travail, je suis devenue psychothérapeute, j'ai changé aussi ma manière d'être, et aujourd'hui je suis complètement guérie. Très bien. Est-ce que donc on peut guérir du cancer. Vos groupes de parole, vous travaillez au niveau national ou international? Alors, non, je travaille au niveau local, parce qu'en France, c'est pas reconnu. En France, ce sont surtout des associations qui proposent ça. Il est vrai que je travaille d'une manière très particulière. Je travaille selon Carl Rogers. Je fais une conférence le 3 novembre sur les groupes de parole selon Carl Rogers. Elle sera filmée, je vous enverrai. Je vous ferai parvenir le film de ma conférence. Carl Rogers travaille avec 3 attitudes pour faciliter la parole de l'autre, qui est l'accueil inconditionnel de l'autre. On accepte l'autre, quand on discute avec lui, on accepte qui il est, sa religion, sa manière de penser, sa manière de se soigner, sa manière de voir la vie. Comment il s'appelle? Parce que je demande à l'assistant, il y avait justement une jeune fille journaliste qui est venue à Gaza pour rencontrer les femmes malades. Il est de Strasbourg, je pense. Aline, comment il s'appelle? Oui. Il s'appelle Aline, non? Aucune idée. Il a fait même un film, Caroline, pour Arte. Aline et Caroline. Oui, alors à Strasbourg, il y a un groupe, C'est en 2015. mais ça reste toujours des associations qui mettent ça en place. Non, parce que c'est une journaliste, il n'est pas spécialiste, c'est une journaliste. Oui. Il est venu faire un reportage qu'il était présenté sur Arte, la chaîne franco-allemande. Oui. C'était en 2015, 2016. Oui, je connais, oui. 2015. Oui, 2015. Parce que moi, votre idée est très intéressante. Je me suis dit, si vous êtes d'accord, on pourra à la limite regrouper les femmes, parce que je pense qu'ils ont une association à Gaza des femmes atteintes de cancer. On pourra échanger comme ça, l'échange sera plus professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, complètement d'accord. On peut demander à quelqu'un d'assurer la traduction. Et donc on peut faire soit ici, inviter les femmes, soit dans leur association, s'ils ne peuvent pas se déplacer. Et comme ça, parce que vous êtes en train de parler d'une expérience extraordinaire, votre expérience personnelle, mais vous êtes en train... Parce que je vous explique, nous, l'aspect psychothérapie, il est presque absent. Nous, c'est toujours... Et pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, au département français, on a perdu une étudiante, elle était mère de famille, elle était étudiante au département, qu'elle est morte en 2016, Ahmed, c'est ça? Oui, c'était Wahibas, non? Comment ça s'appelle? Mamouna? Donc voilà, c'était une étudiante âgée de 34 ans, mère de famille, qu'elle était brillante, elle venait au département du sud de la bande de Gaza, et on a découvert, donc on a essayé de l'aider par quelques traitements, mais les médecins, ils ont insisté sur le traitement chimique. Et du coup, moi j'étais en France en 2016 et j'ai appris, donc à votre tristesse, qu'elle était décédée à Gaza, à cause de cette maladie. Donc je pense que, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, pour être plus pratique, parce que c'est ça le rôle du département, c'est faire le lien entre le monde francophone et les associations et le monde de Gaza. Donc, si vous acceptez le principe, on pourra commencer à
faire des contacts avec les associations des femmes atteintes de cancer et on pourra imaginer un échange Skype comme ça pour parler de votre expérience et proposer, qu'est-ce que vous êtes en train de dire oui, je le développerai dans ma conférence que je vous ferai parvenir. Voilà, c'est ça. Car cette forme d'accompagnement permet vraiment à la personne, entre autres malade, mais dans d'autres situations aussi, de devenir sujet. Qu'elle cesse d'être l'objet de sa maladie et qu'elle participe à sa guérison. On a Mostafa qui a toutes les maladies, Mostafa, il est timide. Parce que oui. Il est le seul garçon. Bonjour Mostafa. Il est le seul garçon avec 7-8 fils, pour cela, il se sent un peu isolé. Il ne participe pas. Je comprends. Là, il m'arrive parfois l'inverse aussi. Non, c'est un département féminin, la majorité sont des jeunes filles. Oui, mais il y a des hommes aussi qui n'ont pas cette maladie du cancer du sein, mais qui ont d'autres cancers et qui aussi se sentent... Alors, les hommes, ils se sentent aussi isolés parce que c'est difficile, le cancer de la prostate, pour les hommes, ça fait partie de leur sexualité aussi, et c'est pas facile d'en parler. Et en psychothérapie, nous avons beaucoup plus de femmes qui viennent que d'hommes, parce que pour les femmes, c'est peut-être plus naturel de parler de leurs émotions que pour les hommes. Les hommes ne sont pas toujours, même en France, éduqués à parler de leurs émotions. On a encore des hommes, alors aujourd'hui moins, mais on a cette croyance que tu es un homme, tu ne dois pas pleurer. Hein. Et donc il y a des hommes qui sont en train de se battre pour dire mais si, même quand on est des hommes, on a le droit de pleurer, on a le droit d'exprimer nos sentiments et de ne pas toujours être fort. Et les problèmes, souvent, le profil psychologique qu'on rencontre souvent chez des personnes atteintes de cancer, ce sont souvent des personnes qui n'osent pas dire non. J'étais une personne qui n'osait pas dire non. Parce que j'avais peur qu'en disant non, on ne m'aime plus. Et j'ai appris à gagner de la confiance en moi, à oser dire ce dont j'ai besoin et dire non pour dire oui à autre chose. Alors que pour moi, quand je disais non, c'était je rejette la personne ou la personne va me rejeter. Et c'est souvent le profil que l'on rencontre chez des personnes atteintes de cancer. Des personnes qui sont très gentilles, très fortes intellectuellement, et qui donnent beaucoup de temps aux autres, mais pas à eux. Elles prennent beaucoup soin des autres, mais jamais d'elles, ou très peu d'elles. Et c'est souvent un profil qu'on rencontre chez les personnes qui ont un cancer. Vous suivez, ça va? Ça va bien? Continuez, on t'écoute, Martine. Vous comprenez ce que je dis? Je parle pas trop vite. Ça va, ça va. Non, ça va. Non, je suis toujours étonnée par votre niveau de français. C'est très intéressant. Et voilà, donc effectivement il y a un profil de malade et c'est important qu'il y ait vraiment un accompagnement pour permettre aux personnes de prendre leur maladie en main, c'est-à-dire de choisir la thérapie qu'elles veulent et ne pas arriver chez le médecin en disant bon docteur c'est vous qui me guérissez, hein, parce que on sait que quelque part sans se culpabiliser, on est responsable de notre maladie. Moi, j'ai été responsable de ma maladie. Et le jour où j'ai compris que je n'avais pas pris assez soin de moi, quand j'ai décidé de prendre soin de moi, j'ai guéri. Donc c'est important de vraiment se dire qu'on est responsable de la maladie, mais on est aussi responsable de sa guérison. C'est essentiel. Et parfois, c'est dans des petites choses, dans s'autoriser des moments de relaxation, s'autoriser des moments de tranquillité, s'autoriser de se retirer de la famille pour se reposer, de se donner des moments de joie, hein, des moments où on va, même si on est malade et même si on devrait s'occuper de la famille, ben non. On va aussi se donner un moment de joie. On va aller faire des boutiques, ou on va aller marcher dans la forêt, ou on va être entre copines. Des moments qui nous apportent de la joie. Mais Martine, une petite question avec ce développement technologique. Pourquoi jusqu'à maintenant, je ne parle pas de la France, mais de partout dans le monde, pourquoi
jusqu'à maintenant, les médecins, toujours, ils proposent de traitements chimiques, donc il y a ou le Oh là là, on rentre dans un débat. Oui, ça c'est le problème majeur, même chez nous. Donc pourquoi jusqu'à maintenant? Ben, en fait, alors, on va dire qu'on est entre nous. Derrière, il y a quand même des laboratoires. Il y a d'autres maladies qui ont disparu. Il y a beaucoup de polémiques sur l'efficacité de la chimiothérapie. On voit bien que la chimiothérapie peut soigner, peut aider, mais elle ne peut pas aider toute seule. Et on fait croire que la chimiothérapie peut aider toute seule et peut aider tout le monde. Or, il y a des personnes pour qui la chimiothérapie n'est pas bonne et elles ont besoin d'autres manières d'être accompagnées. Et il y a des personnes pour qui la chimiothérapie est essentielle et elles ont besoin de cette chimiothérapie pour guérir. C'est propre à chacun. C'est vraiment se dire que chaque personne est singulière, chaque personne est unique. Et c'est à elle de trouver ce qui est bon pour elle. Parce que c'est elle qui sait ce qui est bon, pas le médecin. Le médecin, alors ça c'est ma manière d'interpréter et d'entendre d'autres personnes malades. Mais moi aussi je suis passée par là. À un certain moment, j'ai arrêté d'aller voir des médecins en leur disant « Mais moi je suis guérie, vous arrêtez de me dire que je ne suis pas guérie ?» Et de me faire prendre encore des médicaments ou de me faire passer des examens et donc des radios, des choses comme ça pour voir si je vais tomber malade. Je sais moi ce qui est bon pour moi. Donc, mais effectivement, on est dans une société mondiale où l'accompagnement chimique est un accompagnement montré comme étant le remède unique. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'accompagne des personnes dans mon cabinet qui ont fait une cure et qui ont pris que des tisanes avec un cancer du sein, qui ont pris que des tisanes, on appelle ça la cure Broyles. C'est affamer les cellules, comme je disais, affamer les cellules malades, les cellules cancéreuses, pour les affaiblir et booster l'immunité. Donc les cellules de notre système immunitaire et leur donner de la force, parce qu'on a des cellules en nous qui tuent les cellules cancéreuses et elles guérissent, sans chimiothérapie, sans radiothérapie. Mais elles ne peuvent pas être écoutées par les médecins des hôpitaux. Les médecins des hôpitaux n'y croient pas, disent que oh, c'était voilà, mais qu'elles vont retomber malades, que c'est pas vrai, elles n'ont pas guéri. Moi, je les vois plusieurs fois, plusieurs mois, et années après, elles sont toujours en bonne santé. Hein. On s'aperçoit actuellement, il y a des études qui montrent que la consommation de sucre favorise énormément le cancer. Il y a des personnes qui décident d'enlever tout le sucre. On vient de manger des dates de sucre. Hein? Il y a un médecin qui pense. On vient de manger des dates, donc mais ça, c'est du sucre naturel. Donc, ça, c'est du fructose, ça, c'est très bon. Donc, il n'y a pas de danger. Oui, c'est très bon. On profite, on mange. Ouais, pas d'appétit. Bon appétit, manger. C'est dommage, hein. J'aurais bien goûté. Un jour. Et voilà. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le docteur Schwartz, qui est un médecin qui est en train de montrer internationalement que l'on peut guérir en réduisant la chimiothérapie et en développant d'autres moyens de guérison, comme entre autres retirer le sucre. Mais le sucre, j'ai envie de dire, toute forme de sucre, le sucre blanc, le sucre lent comme le pain, de réduire les sucres, surtout les sucres chimiques. Et ça permet de booster l'immunité. Parce que nous avons, nous, de quoi nous battre contre le cancer. On a un système immunitaire. C'est pas que la chimie qui peut se battre contre un cancer. Nous pouvons le faire. Bien sûr, c'est la volonté avant tout. Vous avez des questions? Oui. Approche. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Salwa. Comment? Salwa. Bien. Je m'appelle donc Martine, mais elle avait dit Siad. Bonjour Téloa. Bon, vous avez parlé de deux manières pour se soigner du cancer.
Je vous entends pas bien. Vous pourriez vous rapprocher, je ne sais pas si j'entendais mieux la dernière fois. Vous avez parlé de deux manières pour se soigner de cancer. Oui. Vous avez parlé de la manière en utilisant le chimie et radiothérapie. Oui. Ce sont les deux, ce sont la première manière. C'est ça, alors. Et la deuxième, c'est le régime alimentaire, c'est ça? Et alors je vais compléter, et tout un accompagnement de différentes techniques comme la relaxation, la visualisation, j'en ai pas parlé. La visualisation, c'est se représenter la maladie, c'est se représenter par des images la maladie. Voilà, quelle image je peux donner à ma tumeur, à ma maladie, et quelle image je peux donner au traitement que je prends. Et on s'est aperçu que ça renforçait les traitements, ça accentuait l'efficacité des traitements. C'est à vous de choisir la manière ou... Alors, par exemple, si je prends mon image à moi, que j'avais quand j'avais ma tumeur, j'imaginais que ma tumeur était, donc c'était une boule, hein, c'était comme un rocher très dur, noir, gris, noir, et j'imaginais le médicament, donc moi à l'époque j'ai utilisé la chimiothérapie, j'imaginais que le produit qui coulait dans mes veines, c'était comme des petits bonhommes qui venaient, des petits lutins, qui venaient avec une pioche et qui venaient donc casser cette tumeur, qui venaient donc la mettre en petits morceaux. Les petits morceaux passaient dans mes voies urinaires et que quand j'allais aux toilettes, il y avait une partie de ma tumeur qui partait en allant aux toilettes, en urinant. Hein, et que le tout médicament que je prenais, c'était des petits bonhommes qui venaient et qui cassaient ce rocher qui était une tumeur, qui était ma tumeur. C'est une image comme une autre. Hein. Il y en a qui prennent l'idée du sous-marin avec des bombes qui viennent torpiller les cellules cancéreuses. D'autres prennent l'image des petits poissons, mais assez puissants comme des petits requins qui viennent là aussi grignoter les tumeurs cancéreuses. C'est ce qu'on appelle la visualisation. Et là-dessus, ensuite, on enclenche aussi une visualisation de relaxation qui permet de se détendre et d'accentuer l'efficacité des médicaments, car quand on est stressé, on est très tendu et le médicament circule moins bien dans le corps. Hein? Et voilà, donc ce sont d'autres techniques, et des techniques aussi énergétiques. Alors ça, c'est comme je dis, c'est propre à chacun, on va travailler sur le corps énergétique. Il y a une personne qui s'appelle Françoise Gérard, qui est une Française, qui a expliqué qu'elle avait eu un cancer du sein, et quand on lui a dit qu'il fallait qu'elle aille rapidement à l'hôpital pour faire des rayons, elle a refusé. Et elle est partie aux Philippines, et elle s'est fait opérer par des médecins philippins, mais ce n'était pas une opération sur le corps physique, c'était une opération sur le corps énergétique. Et quand elle est revenue en France, elle avait trop attendu pour aller aux Philippines, donc le sein il avait explosé parce que la tumeur l'avait vraiment abîmé, et comme elle dit, ça ressemblait à une pizza, son sein. Et, mais quand elle est revenue des Philippines, en fait, la tumeur, les cellules cancéreuses, en fait, avaient disparu. Et elle est retournée à l'hôpital pour cicatriser son sein. Mais elle a guéri et elle est toujours en bonne santé. Hein? Donc, qu'est-ce qui fait que, tiens, des opérations sur le corps énergétique permettent de guérir? Hein? Donc voilà, c'est encore une autre manière de se soigner. Il y en a qui sont allés à Lourdes. Chez nous, les catholiques, on a un lieu de prière qui s'appelle Lourdes. Et il y a des personnes qui sont allées faire un pèlerinage et qui ont guéri. À côté de Tarbes, oui. Donc c'est à chacun de choisir sa méthode de guérison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout va bien? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on arrête comme vous voulez? On peut s'arrêter là.
Voilà, je voudrais juste préciser que la chimiothérapie peut être quelque chose de bon, mais il faut vraiment l'accepter. Bien sûr. Vous avez une idée? Coupure d'électricité. Ah, il y avait une coupure d'électricité. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la chimiothérapie peut être bien, peut être bonne, mais il faut l'accepter. Hein? Moi, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent « Je me soigne avec la chimiothérapie, mais je suis en train de m'empoisonner. » Avec cette idée que la chimiothérapie, c'est du poison, on ne peut pas guérir. Bien sûr. Hein? Donc, il est important qu'on soit en accord avec la thérapie que l'on va suivre. Bien sûr. Voilà. En tout cas, à la fin de cette séance, c'est exposé très complet, donc je tiens à vous remercier. Au nom de département français, c'est très gentil. Les étudiants, ils étaient très intéressés, je vois qu'ils prenaient des notes. Et donc voilà, j'attends votre email, votre message. Et comme ça, on va préparer 2 activités. Une rencontre sur ce thème psychologique avec les animateurs de notre département français au centre de la paix qui travaille sur ce thème psychologique, l'animation dans les centres d'accueil, dans les jardins d'enfants, dans les écoles, et une rencontre avec les femmes atteintes de cancer dans la bande de Gaza. Ça pour parler de votre expérience, pour échanger sur surtout l'accompagnement et comment ils font, et pour échanger avec elles, comment ils font eux à Gaza malgré le blocus, le manque de moyens, comment ils font. Donc je pense que c'est très utile d'échanger avec vous. Donc vous m'envoyez et vous me dites votre disponibilité pour échanger sur ce sujet. En tout cas, c'est très gentil de votre part d'être en direct avec nous. Merci pour votre écoute. À tous. On était très attentifs, donc c'est très intéressant. On a appris beaucoup de choses. En tout cas, bon après-midi, bon dimanche. Au revoir et à bientôt. Bon semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et merci de m'avoir écouté. Avec plaisir, merci. Au revoir.